Ah non mais regardez-moi ça, ils sont vraiment neuneux chez Lug, hein. Ils ont pas été capables de numéroter correctement la tranche du Special Strange 15. Ils ont mis le numéro 14 à la place du 15. Regarde, 15 et la 14. 15 et la 14. Mais quelle bande de baltringues! Salut les geeks, on se retrouve une fois de plus pour se rappeler aux bons souvenirs de ces Special Strange qui ont enjoué notre enfance. Mais avant de parler de l'aventure des X-Men, jetons un rapide coup d'œil aux autres récits de la revue Lugen, à commencer par cet épisode de l'araignée de Daredevil tiré du Marvel Team Up numéro 25 de septembre 1974. Une bonne histoire écrite par Len Wein et dessinée par Jim Mooney qui se lit avec délice, avec un classique affrontement contre les Animen. Ça ne mange pas de pain et quand j'étais gosse, j'avais bien aimé la baston simple et efficace. Lug nous propose ensuite une aventure de l'araignée et d'Hercule, celui qui rit quand on l'adule, dans une histoire bizarre appelée Manhattan Kidnappé et tirée du Marvel Team Up numéro 28 datant de décembre 1974. Enfin, Lug nous propose La Chose et Doc Savage ensemble, affrontant Black Sun dans un récit tiré du Marvel 2-in-1 numéro 21 de novembre 1976. La BD est originale car elle se déroule en même temps en 1976 et 1936 avec une page divisée en deux dans laquelle on suit les aventures des deux héros en même temps, marrant dans le principe. Mais il est temps à présent de parler de cet épisode très magnétisant des X-Men, tiré du Uncanny X-Men 104, datant d'avril 1977, que nous avons pu lire dans son intégralité et sans censure dans ce Special Strange 15, datant d'avril 1979. Les X-Men ont été contactés par Moira McTaggart pour qu'ils se rendent sur l'île de Muir au large des côtes d'Écosse. Ils sont étonnés d'apprendre que la gouvernante de Xavier en est la propriétaire. C'est la première fois qu'on évoque l'île de Muir dans les récits des X-Men. Et nous sommes assez surpris en tant que lecteurs d'apprendre que Moira ait un rôle aussi important. D'ailleurs, on ne nous donne aucune explication sur le fait qu'elle se faisait passer pour la femme de ménage de Xavier auparavant. Et cela a de quoi intriguer. La mission des X-Men est donc de découvrir pourquoi l'assistant de Moira, Jamie Madrox, alias l'homme multiple, est injoignable depuis plusieurs jours. Ils n'ont même pas le temps d'accoster sur l'île que l'Hovercraft qu'ils ont emprunté est démonté par une énorme décharge d'énergie magnétique, ce qui les fait tomber dans l'océan. À peine sortis de l'eau, les X-Men découvrent que l'île est entourée d'un étrange champ de force magnétique. La première réflexion qui leur vient en tête tourne autour de l'énormité de l'installation située à cet endroit. Ils se demandent qui est vraiment Moira McTaggart. Mais déjà le sol situé sous leurs pieds est emporté dans le ciel et projeté contre le centre de recherche de Moira. Ils sont presque écrasés contre un mur, mais ils s'en sortent in extremis. Alors qu'ils se remettent de l'atterrissage brutal, la porte devant eux s'ouvre, révélant le plus vieil ennemi des X-Men, Magneto, le maître du magnétisme. Et là tu te dis que ça va faire mal. À l'autre bout du complexe, le Blackbird des X-Men atterrit avec à son bord la douteuse Moira et le fin stratège Cyclope. Alors déjà il faut savoir que c'est dans ce numéro qu'apparaît pour la première fois le Blackbird, le fameux jet mythique des X-Men. Enfin le Blackbird ça veut dire merde je crois, et c'est déjà moins impressionnant en français, vous trouvez pas ? Cyclope est assez agacé d'apprendre l'existence de ce complexe. On ne lui dit jamais rien, pourtant cet endroit est très discutable, car il enferme les mutants les plus dangereux du monde. Moira s'en défend en disant qu'il s'agit d'une clinique pour les guérir. Enfin, ça ressemble plus à des cellules de prison qu'à des chambres d'hôpital. Là, le scénario est très intéressant, car la légalité des recherches de Moira sur l'île de Muir est plus que discutable. Elle garde plusieurs mutants très dangereux en détention, bien qu'elle n'ait aucune juridiction légale sur eux. Ce que tu dis n'a aucun sens. En plus de Magneto, on peut voir sur l'une des cases la cellule d'Unus l'Intouchable, mais aussi à la fin de l'histoire celle de la Libellule. Ce sont des mutants qui ont tous commis des crimes dans les juridictions américaines, et ne devraient-ils pas donc être emprisonnés dans des établissements pénitentiaires américains? J'avoue que personnellement, il me semble tout à fait douteux que les autorités américaines autorisent leur maintien dans une base de recherche écossaise isolée, qui plus est, avec des paramètres de sécurité aussi facilement violés. Bref, Cyclope et Moira trouvent Jamie Madrox sur le sol. C'est la première fois que l'homme multiple fait une apparition dans une bande dessinée des X-Men. Il était auparavant apparu dans le Giant Size Fantastic Four numéro 4. Il leur explique qu'il a été attaqué et immobilisé par Havok, Polaris et Eric le Rouge. Il ajoute que les vilains se sont dirigés vers la cellule de confinement où Magneto était détenu depuis qu'il avait été transformé en petit enfant. Eric a rétabli Magneto à son âge adulte et il a tenté de l'enrôler dans sa cause de destruction des X-Men. Bon, visiblement Magneto semble vouloir faire cavalier seul puisqu'on le retrouve ici tout seul dans la base. Le cas de Magneto est très intéressant. Eric le Rouge a non seulement restauré ce magnétique criminel à l'âge adulte, mais il a également amélioré ses capacités. Dès lors, le maître du magnétisme va afficher des capacités considérablement élargies dans les aventures
aventures futures. Justement, au sujet de Magneto, je me souviens avoir lu dans je ne sais plus quelle aventure que pendant le temps où Moira avait la garde de Magneto à l'état d'enfant, elle le soumit à des expériences secrètes et contraires à l'éthique afin de freiner ses pulsions maléfiques. Et là, elle est pas chelou la belle Moira? Pour en revenir au personnage de Magneto dans cette histoire, on est vraiment sur une renaissance totale du personnage. D'un point de vue scénaristique, c'est habile, car si on y réfléchit bien, Magneto devrait être assez âgé. Je vous rappelle qu'il a survécu au camp de concentration et qu'il a des enfants adultes, Vif Argent et la sorcière rouge. Eric l'a donc ramené à l'âge adulte, mais pas tout à fait au même âge qu'il devrait avoir normalement. Cette phrase n'a aucun sens dans ce plan de l'existence! Il l'a transformé en un adulte relativement jeune, ce qui est pratique d'un point de vue scénaristique car Magneto va être en mesure de poursuivre ses projets démentiels à une époque où il devrait vraiment être un vieil homme. Bien joué Chris. Revenons à l'histoire à présent, après cette remarque fort intéressante de ma part, des fois je m'étonne moi-même. Comprenant la tuile, Cyclope se précipite dans le centre pour tenter de rejoindre le reste des X-Men. Ces derniers se font hacher menu par Magneto. Ses pouvoirs magnétiques lui donnent un avantage contre les griffes d'adamantium de Serval et contre le corps métallique de Colossus. Les éclairs de tornade n'ont aucun effet sur lui non plus. Magneto se débarrasse facilement de Diablo et emprisonne le Hurleur dans une gangue de particules métalliques. Mais Cyclope arrive à temps, et c'est pas trop tôt devrions-nous dire quand on pense à son inaction depuis quelques épisodes, hein? Il parvient à maîtriser Magneto avec toute la puissance de son rayon optique. En voyant que les X-Men ne sont pas préparés à affronter Magneto, Cyclope leur ordonne de se retirer aux grandes dames de Serval. Alors qu'ils fuient vaillamment, Serval remarque sur un moniteur que la libellule des Animen s'est échappée de sa cellule de confinement. La libellule est la seule femme membre des Animen du comte Neferia à s'être opposée aux X-Men au NORAD à Cheyenne Mountain. Après sa défaite, elle a été emprisonnée à l'île de Muir, et dans cette aventure des X-Men, elle finit par s'en échapper. Cette intrigue secondaire n'a malheureusement jamais été suivie dans les pages de cette série. D'après certains blogs américains que j'ai pu lire, l'évasion de la libellule, alias Dragonfly, a été incluse dans l'histoire parce que Dave Cockrum avait l'intention de constituer une équipe de super-héros composée uniquement de femmes qui aurait inclus Dragonfly et Tornade en tant que membres. Oui. Dans le Blackbird, Cyclope dit aux X-Men que les récentes attaques contre eux, et orchestrées par Eric le Rouge, sont une diversion. Eric vise en priorité le professeur. Cyclope dit qu'il est impératif qu'il revienne immédiatement à New York. J'aime bien la réflexion de Serval qui traite Cyclope de lâche. C'est jubilatoire. En parlant de jubilation, sur l'île de Muir, Magneto jubile de sa victoire sur les X-Men. Il se sent plus pété, le gars. Et pendant qu'il repart, il passe devant une porte nommée Mutant X, qui commence à briller. Chris Claremont nous prépare ici l'une des plus grosses menaces qui va s'abattre sur les X-Men, à savoir le terrible Proteus, vu dans les Special Strange 27 et 28. Je vous rappelle que ce Mutant X sera révélé plus tard comme étant le fils de Moira. Elle a donc enfermé son gamin dans cette prison pour mutants. J'adore le concept. Pendant ce temps dans l'espace, à bord d'un vaisseau spatial, le pirate de l'espace appelé le Corsaire informe son compagnon de bord, Chud, que 9 étoiles sont en train de s'aligner correctement et que l'empereur doit être sur le point d'ouvrir une porte interdimensionnelle qui ne sent pas très bon pour la survie de l'univers. Cet épisode est donc bien la première apparition du Corsaire et des Starjammers. Et pendant ce temps-là, la sœur de l'empereur, Lilandra, une femme qui hante les rêves de Xavier depuis quelque temps, se précipite vers la Terre dans l'espoir que Charles et ses X-Men puissent l'aider à arrêter son frère. Avant de pouvoir atteindre la Terre, elle est quand même attaquée par un croiseur impérial. Une dernière page riche en informations, car sur la dernière bande, on se retrouve à New York où Jean Grey retrouve ses parents en compagnie du professeur et de Misty Knight, sans savoir que leur réunion est sur le point d'être interrompue par une attaque d'Eric le Rouge, d'Avoc et de Polaris. Ils vont mourir. Voilà, j'avais envie de revenir sur cet épisode totalement mortel des X-Men avec une renaissance totale d'un Magneto bien plus badass qu'autrefois, qui a ouvert la voie à des bastons et des intrigues géniales dans un futur proche de la série. J'aime beaucoup ce Special Strange 15 et j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, il doit également rappeler des souvenirs que je vous invite à partager dans les commentaires. Ça serait bien gentil. J'en ai fini avec ma petite trilogie sur ces 3 Special Strange, mais si vous voulez que je fasse d'autres épisodes sur ce format, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. Non. Je vous remercie tous pour votre soutien qui me fait chaud au cœur et je vous dis à très bientôt, mes petits amis.